Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 23 décembre. L'entité sioniste fait de nouvelles victimes dans la bande de Gaza. Les Palestiniens sont à la fois soumis aux violations continues du cessez-le-feu et à la rudesse de l'hiver. Le groupe A3+, au Conseil de sécurité, appelle à un dialogue inclusif pour parvenir à une solution durable au conflit au Soudan, soulignant la nécessité de créer un espace pour la diplomatie et la médiation internationale. Le Conseil de l'Union européenne prolonge les sanctions économiques sectorielles contre la Russie pour une durée supplémentaire de 6 mois, soit jusqu'au 31 juillet 2026. Et puis sport football, à 24 heures de l'entrée en lice de l'Algérie à la CAN 2025 face au Soudan, l'impératif d'une bonne entame a été soulevé par les Verts en zone mixte. Bonsoir à tous. Les violations de l'entité sioniste se poursuivent dans la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 5 martyrs ainsi que 3 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, 406 Palestiniens sont tombés en martyrs et 1118 autres ont été blessés, tandis que les corps de 653 martyrs ont été récupérés. Par ailleurs, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi depuis le 7 octobre 2023 à 70 942 martyrs et 171 195 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et les 2 millions de Gazaouis épuisés par 2 années de guerre génocidaire doivent désormais affronter des conditions climatiques hivernales alors que plus de 85% des habitations ont été détruites. Démunis, ils entreprennent chaque jour une véritable mission de survie contre le froid et la faim. Et les déplacés peinent aussi à trouver de l'eau potable, pourtant essentielle. À l'ouest de la ville de Gaza, des enfants munis de seaux et autres jerrycans constituent des réserves d'eau à chaque passage des camions-citernes dont ils dépendent entièrement. Face à la grave pénurie d'abris dans la bande de Gaza, les habitants se réfugient dans des bâtiments partiellement ou totalement endommagés pour tenter de protéger leurs familles des intempéries. Nos partenaires à Gaza ont indiqué que durant le week-end, plusieurs bâtiments se sont effondrés en raison des violentes tempêtes, faisant des victimes. Il convient de rappeler que selon les conclusions du groupe de travail sur le genre dans l'action humanitaire, les 3/4 des ménages dirigés par des femmes ont un besoin urgent d'abri et les 2/3 de vêtements. Nos partenaires poursuivent leurs efforts pour améliorer l'accès à des abris décents pour les quelques 1,3 million d'habitants de Gaza. La semaine dernière, environ 3500 familles touchées par les tempêtes ou vivant dans des zones inondables ont reçu des tentes, de la literie, des matelas et des couvertures. Par ailleurs, plus de 250 000 enfants ont reçu des vêtements d'hiver. Cependant, nos partenaires estiment que 630 000 adolescents dans la bande de Gaza ont encore besoin d'aide pour se vêtir. À cette pénurie matérielle s'ajoutent des entraves logistiques persistantes. Les Nations Unies et leurs partenaires humanitaires ont appelé donc à de nouveau à la levée de toutes les restrictions à l'entrée de l'aide. Et c'est dans ces conditions que les enfants palestiniens sont contraints d'apprendre. Bravant le froid et malgré le manque de moyens, des dizaines d'élèves se sont rués vers une école qui a rouvert dans le camp d'Al-Mawassi à Khan Younes, aménagé dans une modeste tente à Malamziane Zitouni. Armés d'une fougue et d'une détermination sans faille, ces enfants d'Al-Mawassi se motivent de bon matin pour aller en cours. Quoi de plus normal après les 2 années de génocide écoulées qui les ont privés de leur enfance et de leur innocence? Mais l'école à Gaza ne ressemble à aucune autre école au monde. Des tentes non chauffées, quelques tables et il n'y en a pas pour tout le monde. Les autres, c'est par terre qu'ils suivront la leçon. Des conditions pas très conventionnelles, mais peu importe.
Les petits Razaouis ont soif de savoir. Nos classes sont de simples tentes qui ne protègent pas du froid avec des tableaux basiques. Les élèves sont perdus. La tristesse se lit sur leur visage. Ils sont complètement désespérés. Ils viennent à l'école sans avoir de crayon, ni de cahier, ni de cartable. Ils n'ont même pas de bureau. Ils s'assoient à même le sol. Une école peu conventionnelle et le mot est faible. Installée au milieu du camp d'El-Mawassi, l'établissement provisoire est composé de quelques tentes divisées en 28 classes pour contenir le nombre important d'élèves. En effet, ils sont plus de 1500 à fréquenter à nouveau les classes d'école. Mais pour pouvoir accueillir tout ce bon monde, l'administration a trouvé une solution. Fixer des jours de cours uniquement pour les filles et d'autres pour les garçons, afin de garantir un apprentissage efficace et n'exclure aucun enfant. Nous avons installé cette école dans la région d'El-Aqar, à El-Mawassi. Les garçons ont cours les samedis, lundis et mercredis, et les filles les dimanches, mardis et jeudis. Nous avons 1512 élèves. Nous rencontrons des difficultés à réchauffer les tentes, surtout en cette période hivernale. Cette école ne bénéficie d'aucune subvention. Nous la faisons fonctionner avec nos propres moyens. La majorité des élèves viennent le ventre vide. Nous essayons de leur fournir chaque jour une tranche de pain pour qu'ils puissent tenir la journée. Nous avons une liste d'une 50aine d'élèves qui sont orphelins de père et de mère. Le dénommé Netanyahou a peut-être réussi à raser Gaza, mais il n'a pas réussi à écraser son peuple. Il n'a surtout pas réussi à étouffer l'espoir qui vit dans chaque enfant né sur cette terre. Dans l'actualité également, la secrétaire d'État algérienne auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des affaires africaines, Barta Selma Mansouri, a reçu ce mardi le militant et ancien député ghanéen Abdoulaye Mohamed Barak, qui effectue une visite en Algérie dans le cadre d'une vaste tournée africaine qu'il a initiée. Abdoulaye Mohamed Barak a salué notamment le rôle central et pionnier de l'Algérie sur le plan continental, ainsi que l'attention portée par les autorités algériennes au renforcement des partenariats et des projets africains. L'Algérie est un partenaire clé dans l'ensemble de cette campagne. Comme vous le savez, Son Excellence le président algérien nourrit une grande passion pour les questions liées au continent, à son unité et à sa prospérité. C'est pourquoi nous sommes ici à Alger pour transmettre nos meilleurs vœux et pour appeler l'Algérie à rejoindre les pays africains qui ouvrent leurs frontières à tous les citoyens africains comme moyen de renforcer le commerce, de dynamiser le tourisme et de consolider les échanges culturels. Je vous en parlais en titre. Le groupe A3+, au Conseil de sécurité, a appelé à New York à un dialogue inclusif pour parvenir à une solution durable au conflit au Soudan, soulignant la nécessité de créer un espace pour la diplomatie et la médiation internationale afin de concilier les positions et les points de vue dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays. Un appel formulé au nom du groupe par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama. Nous saluons les efforts faits par le gouvernement du Soudan. Néanmoins, nous soulignons qu'il est nécessaire de soutenir et renforcer ces efforts. Nous demandons également la poursuite de la coordination avec les partenaires internationaux pour l'acheminement de l'aide humanitaire à tous ceux qui sont touchés par le conflit. L'évolution alarmante au Kordofan, conjuguée à la situation déjà très difficile au Darfour, cela a logiquement conduit à des besoins humanitaires accrus. Dans ce contexte, nous félicitons des efforts déployés par OCHA pour faire participer tous les acteurs sur le terrain, en particulier le gouvernement du Soudan, pour réduire les souffrances des civils innocents.
Au Mali, l'imam Mahmoud Dicko a confirmé son implication dans la nouvelle coalition des Forces pour la République qui vise à proposer une alternative au régime de transition et appeler les Maliens à se lever pour la paix. Cet appel a été lancé alors que se tenait le sommet de l'Alliance des États du Sahel. J'appelle tout le monde, levons-nous, unissons-nous, non pas contre une catégorie de personnes, ni contre un individu, mais pour nuire à qui que ce soit, mais pour mettre fin à la situation actuelle dans notre pays. Tout le monde souffre. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays où personne ne peut exprimer librement son opinion. Parlons, échangeons entre nous, prions Dieu pour qu'il ramène la paix, car rien n'est possible sans elle. Discutons afin de pouvoir vivre ensemble dans un pays en paix. Tel est mon objectif. J'en appelle à tout le monde, au Mali comme à l'étranger. Je soutiens pleinement cette initiative et souhaite que chacun y adhère. J'invite tout le monde à la respecter. Je le dis et je le répète. Je ne suis en conflit avec personne. Cet appel s'adresse à tous, sans exception, dont le seul but est de mettre fin à cette situation. Dans l'actualité aussi, la chute drastique de l'aide alimentaire risque d'impacter lourdement les milliers de Congolais réfugiés au Burundi. L'alerte a été lancée par le Programme alimentaire mondial. Asphyxié par de graves déficits de financement, le PAM a déjà amputé de 25% les rations alimentaires destinées aux réfugiés au Burundi, alors que le pays fait face à un afflux massif de Congolais fuyant le regain de violence au sud Kivu, à l'est de la République du Congo. Donald Trump a annoncé le lancement d'une nouvelle classe de navires de guerre de grande taille qui portera son nom. Selon le président américain, ils seront les meilleurs du monde, précisant que 2 navires de guerre de la Trump class USS Defiant seraient construits pour commencer. As Commander-in-Chief, it's my great honor to announce that I have. En tant que commandant-chef, c'est un grand honneur pour moi d'annoncer que j'ai approuvé un plan autorisant la marine à entamer la construction de 2 cuirassés flambant neufs et de très grande taille, les plus grands que nous ayons jamais construits. Vous savez, nous avons construit des navires comme l'Iowa, le Missouri et bien d'autres. Nous avons déjà de grands cuirassés. Leur puissance sera 100 fois supérieure. Il n'y a jamais eu de navire comparable. Leur conception est à l'étude depuis longtemps. Ce sont les meilleurs au monde et seront les plus rapides, les plus grands et de loin 100 fois plus puissants que n'importe quel cuirassé jamais construit. Si vous regardez l'Iowa, le Missouri et d'autres, ils étaient de taille similaire, certains légèrement plus grands que d'autres. Mais si vous prenez le plus grand, il est 100 fois plus puissant. La Chine a indiqué qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires suite à l'annonce par les États-Unis d'un projet de restriction, voire d'interdiction des drones chinois au nom de la sécurité nationale. Pour rappel, le gouvernement américain a lancé jeudi une consultation publique qui pourrait mener à l'interdiction de la vente de drones commerciaux ou de pièces détachées provenant notamment de Chine ou de Russie. Le Conseil de l'Union européenne a annoncé le prolongement des sanctions économiques sectorielles contre la Russie pour une durée supplémentaire de 6 mois, soit jusqu'au 31 juillet 2026. Ces sanctions économiques, introduites pour la première fois en 2014, ont été largement renforcées depuis février 2022. Les détails avec Sohila Kilal. L'Union européenne continue ses manœuvres pour isoler et maintenir la pression sur la Russie sous couvert du conflit en Ukraine. La dernière action en date est donc le renouvellement des sanctions économiques contre la Russie pour 6 mois supplémentaires. Ce dispositif restrictif repose sur un large éventail de mesures sectorielles, incluant le commerce, la finance, l'énergie, la technologie et les biens à double usage, l'industrie, les transports et les biens de luxe. Il
comprend par ailleurs l'interdiction d'importer ou de transférer vers l'Union européenne du pétrole brut transporté par voie maritime et certains produits pétroliers en provenance de Russie, ainsi que l'exclusion de plusieurs banques russes du système SWIFT. La suspension des activités de diffusion et des licences dans l'Union européenne de plusieurs médias russes a également été maintenue. Depuis le début du conflit en Ukraine, l'UE a renforcé progressivement ses sanctions contre la Russie, ciblant notamment les revenus énergétiques de Moscou, s'attaquant à un réseau de navires accusés de contourner le plafonnement du prix du pétrole et les restrictions occidentales. 41 navires supplémentaires ont été ajoutés jeudi dernier à la liste des bâtiments sanctionnés, portant leur nombre total à près de 600. Ces mesures prévoient notamment des interdictions d'accès aux ports de l'UE et des restrictions sur les services maritimes. L'UE a déclaré qu'elle maintiendrait ces mesures en place tant que les actions de la Russie en Ukraine se poursuivraient, ajoutant qu'elle pourrait imposer des mesures supplémentaires si nécessaire. Il est à noter que la semaine dernière, l'UE a approuvé un programme de près de 90 milliards d'euros destiné à l'Ukraine au cours des 2 prochaines années. En France, fin décembre 2025, le budget 2026 cristallise toutes les tensions jugées le meilleur possible par le gouvernement de Sébastien Lecornu. Il est pourtant rejeté par les sénateurs. Le bras de fer politique s'intensifie au risque d'un blocage institutionnel, une situation qui fragilise l'exécutif alors que la France est déjà sous surveillance sur sa trajectoire de finances publiques. Maria Chouillard. Sébastien Lecornu et son gouvernement sentent le goût amer des fins de mois difficiles en ce mois de décembre 2025. Une pression politique sans précédent est au cœur de toutes les tensions, le budget 2026, devenu la véritable star du jeu parlementaire. Le Premier ministre l'avait affirmé début décembre à l'Assemblée nationale. Le projet de budget pour la sécurité sociale n'est pas parfait, mais il serait selon lui le meilleur budget possible dans un contexte économique contraint. Un discours qui n'a pourtant pas convaincu le Sénat. Nous sommes venus rappeler ce qui, dans le projet du gouvernement, ne nous satisfaisait pas parce que manquait la justice fiscale et que des économies sur ce qui est essentiel à la vie des Françaises et des Français, c'est les services publics et la préparation de l'avenir, n'étaient pas non plus pour nous acceptables. Donc ça a pris du temps parce que nous sommes rentrés dans le détail des choses. La seule perspective que le Premier ministre a donnée, c'est la reprise de discussions budgétaires au début de l'année prochaine. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est à cause de mon vote. Du côté des sénateurs, le ton est bien différent. Ils dénoncent un texte jugé insuffisamment rigoureux, pointant un déficit toujours élevé, des économies floues et des recettes jugées incertaines. Résultat, le dialogue s'enlise et la majorité reste introuvable. On a là aujourd'hui une forme de copie qui est une copie bâclée et que donc il faut y revenir à la rentrée et nous allons nous employer, y compris pendant les vacances, à réfléchir aux moyens de faire en sorte que nous ayons une copie qui soit la plus propre possible. Propre, ça veut dire une copie qui soit une copie juste, une copie qui permette de ne pas faire peser l'effort sur celles et ceux qui n'en peuvent déjà plus et qui préserve les politiques publiques dont nous avons besoin. Je me répète, mais... Le temps presse et pour éviter un blocage budgétaire total, l'exécution a présenté un projet de loi spécial. Un mécanisme juridique qui proroge les crédits 2025, permet de percevoir les impôts, payer les salaires et assurer les dépenses courantes au début de 2026. Cette solution avait déjà été utilisée l'année dernière dans des circonstances similaires. C'est donc véritablement un service minimum qui permet de gagner du temps et de poursuivre, et nous l'espérons vivement dès janvier, de parfaire les discussions. Vous le savez, la navette s'est poursuivie avec un projet de loi de financement de la sécurité sociale définitivement voté et un projet de loi de finances en partie examiné à l'Assemblée, voté au Sénat. À l'issue de cette navette, le déficit de l'ensemble des administrations publiques, c'est 5,3% du produit intérieur brut, ce qui est clairement, j'ai eu l'occasion de le dire, je vous le redis ce soir, inacceptable. Nous devons faire mieux, nous devons faire plus. Il est indispensable que la France dispose en 2026 d'un budget dont le déficit de l'ensemble des administrations publiques soit inférieur à 5%. Au-delà des chiffres, ce budget 2026 est devenu un test politique majeur pour Sébastien Lecornu. Capacité à rassembler, à convaincre et à éviter une crise institutionnelle
en plein cœur d'un hiver tourmenté. Allez, parlons culture avec la 18e édition du Festival national du théâtre professionnel qui s'est ouverte hier soir à Alger. Accueilli au Théâtre national algérien Mahidine Bachtarzi, la cérémonie d'ouverture de cette 18e édition placée sous le slogan « Le théâtre réduit les distances » a vu la présence d'artistes, de professionnels et d'amateurs des planches. Fedla Elaili. À Alger, le rideau s'est levé sur la 18e édition du Festival national du théâtre professionnel au Théâtre national Mahidine Bachtarzi. Un rendez-vous incontournable qui réunit artistes, professionnels et passionnés de 4e art venus célébrer la créativité théâtrale et dramatique algérienne. Ce qui distingue cette édition, c'est avant tout la présence parmi nous du grand artiste Abdullah Hamlaoui, aux côtés de la jeunesse à laquelle il a largement contribué en formant des générations entières de professionnels du théâtre. La soirée d'ouverture a été marquée par le spectacle El Warata, Les Héritiers, conçu par Tounes Aitali, un spectacle qui interroge la mémoire, la transmission et la responsabilité des générations. Ce spectre réunit différentes générations, des enfants, des jeunes, ainsi que des comédiens du théâtre national algérien, afin de créer un point de dialogue et de transmission entre eux, une œuvre sensible et inspirante à travers laquelle nous découvrons de jeunes talents prometteurs et des énergies artistiques en pleine émergence. Autour de cette ouverture, de nombreux artistes et professionnels du théâtre sont présents pour accompagner cette nouvelle édition. Entre retrouvailles et échanges, tous partagent la même passion pour la scène et le même attachement à cet événement culturel national. Toujours avec joie, avec plaisir qu'on retrouve notre festival national, festival de théâtre professionnel. C'est l'unique festival qui réunit tous les amoureux du 4e art. Et puis chaque fois, il y a des nouveautés. C'est tout le plaisir de revoir tous les comédiens d'Algérie ici, au Théâtre national algérien, revoir les amis, revoir tous les créateurs du 4e art. Et voilà, ça fait plaisir. Le festival a rendu hommage à l'un des doyens du théâtre algérien, Abdallah Hamlaoui. Pendant plusieurs jours, la scène algérienne accueillera créations, rencontres et échanges. Des débats seront consacrés à plusieurs thématiques, dont le théâtre pour enfants, le théâtre et la mémoire et l'engagement dans le théâtre. Allez, parlant sport football, l'Algérie entamera demain sa campagne à la CAN 2025 face au Soudan pour le compte de la première journée du groupe E. Les Verts visent une victoire d'entrée afin de lancer idéalement le tournoi. Un premier test important pour les hommes de Vladimir Petkovic, déjà sous pression. Mohamed Wali Ben Chaban. Championne d'Afrique en 2019, mais freinée à 2 reprises prématurément en 2021 et 2023, l'Algérie avance cette fois avec une seule obsession, rompre avec le passé récent et relancer la machine. Les Verts feront leur entrée en lice dans cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 à Rabat face au Soudan pour le compte de la première journée. Un match d'ouverture toujours délicat où le moindre faux pas peut déjà peser lourd. L'objectif est clair, prendre les 3 points, lancer idéalement le tournoi et envoyer un message fort aux concurrents. À la tête de la sélection, Vladimir Petkovic sait que le droit à l'erreur est strictement interdit. Le Suisse s'appuie sur ses cadres capables de gérer la pression et d'assurer l'essentiel. Bien sûr, je pense que nous sommes arrivés ici heureux et satisfaits de ce que nous avons accompli jusqu'à présent. L'équipe va bien et heureusement, nous avons pu récupérer tous les joueurs. De plus, nous avons réussi à remplacer le blessé Hossam Aouar qui a quitté la sélection, remplacé par Abdelli. Jusqu'à présent, nous avons fait un travail remarquable et fourni un grand effort ces derniers jours. Par conséquent, je peux dire que nous serons prêts pour le match de demain contre le Soudan et nous ferons de notre mieux pour remporter la rencontre.
Dans le même groupe et quelques heures plus tôt, le Burkina Faso croisera le fer avec la Guinée équatoriale. Un duel scruté de près par le staff algérien. Deux adversaires que les Verts connaissent bien, habitués aux joutes africaines, capables de coups d'éclat comme de pièges inattendus. Demain, c'est le moment de commencer à écrire une petite histoire pour le pays, pour nous. Et ça commence dès demain, comme j'ai dit. Il faut faire la différence, il faut montrer notre niveau et il n'y aura pas d'excuses. Il n'y a jamais eu d'excuses de toute façon, mais on est prêt en tout cas. Cette entrée en matière face au Soudan dépasse donc le simple cadre d'un premier match. C'est un test mental, un test collectif et peut-être déjà un tournant. À Rabat, sous les projecteurs africains, les Verts n'ont plus le choix qu'en vaincre, gagner et surtout renouer avec l'aura du champion. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.